My, épisode 4. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver pour mon premier jour de congé. Parce que voilà, j'ai pas pu venir vous voir semaine passée parce que j'avais du travail par-dessus la tête. J'ai eu des déplacements professionnels toutes les semaines et donc ça me laissait zéro temps pour tourner. Donc voilà. Là maintenant, je suis contente, j'ai du temps et en plus j'ai plein de choses à vous partager parce que j'ai quand même pu en profiter pour bien avancer sur mes tricots. Au menu du jour, on a 2 projets terminés dont celui-ci. J'ai rempli ma promesse que je vous faisais à l'épisode précédent. J'ai un petit en cours qui avance, 2 petits en cours qui avancent tranquillement. Eux, vous allez voir, j'ai un peu moins charbonné que sur les 2 premiers. Et j'ai aussi un super caston dont j'ai trop envie de vous parler. Donc voilà pour les nouveautés côté tricot et côté revue de livres, puisque vous savez que j'adore faire ça et j'en ai plein. J'adore les livres de tricot, les livres de loisirs créatifs. Donc là c'est bon, je pense qu'on a une année entière de livres à revoir ensemble. Donc là on repasse du côté du tricot et je vais vous présenter le livre Maille de Solène Amari. Un livre que j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de modèles dedans, mais ils sont 100% beaux. Et il y a surtout des techniques de maille qui sont assez intéressantes. Donc on va voir ça ensemble. Allez, on commence par le premier projet terminé. Vous le voyez, il est là. C'est le Seaway de Ozetta et il est terminé. Donc le voilà. Clac, clac. La dernière manche est finie. Et je vais essayer de me lever, enfin du coup je vais faire une espèce de squat pour que vous puissiez le voir, donc voilà un petit peu, hop là. Donc c'est un petit modèle drop shoulder comme vous le voyez. Donc drop shoulder ça veut dire les épaules qui sont plus bas que la ligne. Donc en fait en gros on tricote un espèce de petit carré comme ça, et après on relève les manches et on les continue comme ça. Donc le Seaway, c'est un modèle de Ozetta qui se tricote, en tout cas moi pour ma part je l'ai fait en aiguille 5. Je prends jamais de notes sur ce genre sur la taille d'aiguille, mais je pense que j'ai pris la taille d'aiguille recommandée pour la laine, et la laine c'était la Mota, donc à mon avis c'est aiguille 5. Et donc j'ai fait la Mota de Wool Dreamer pour ce petit projet, coloris bougainvilliers. Et bon la couleur, je vous le disais, ça fait 3 épisodes que je vous dis que j'aime trop cette couleur, voilà vous le savez. Et là je suis hyper contente de l'avoir terminée avant la fin avant le début du printemps. Parce que là je vous parle, on est le 22 je crois, 22 mars. Et voilà, depuis que je l'ai terminé il y a 10 jours, j'en profite, je le mets tout le temps, dès qu'il fait un peu frais, genre bam, le Seaway. Parce que là on sent effectivement les températures se réchauffent et là les projets d'hiver, c'est bientôt fini quoi. Donc voilà pour mon Seaway. Au final j'aurais mis, je crois que je l'ai commencé en janvier, courant du mois fin du mois de janvier. Et voilà, tranquillement, je l'ai refait 3 fois quand même. Parce que j'ai foiré, je vous l'avais raconté, j'avais réussi à foirer 3 fois le démarrage, à jamais avoir les bonnes mailles, à mal remonter les trucs. Puis après j'ai un problème de tension avec le passage du tricoté à plat à tricoté en rond. Voilà, je vous remets le lien des épisodes précédents si vous voulez voir mes aventures avec ce Seaway. Et voilà, il est terminé et en fait je suis super contente du résultat. Finalement on avait parlé du fait que le col soit un peu lâche. Il l'est toujours un peu, mais le blocage et sa magie a remis, l'a un petit peu resserré, donc youpi. Et voilà, si jamais il revenait il se mettait à bâiller, de toute façon grâce à vous maintenant j'ai la solution, un petit fil élastique pour le rafraîchir et ça repart. Donc ça c'est trop cool. Donc finalement le nombre de mailles, le relevé fonctionnait bien et donc j'en suis très contente. Là où je me dis, si c'était à refaire, je le ferais un peu différemment, c'est finalement sur la largeur des manches. C'est la première fois que j'ai un pull avec des manches aussi larges, aussi larges et jamais resserrées, et avec une construction comme ça à drop shoulder. Et finalement, je suis pas sûre de tant aimer que ça les grandes manches larges, surtout qu'en plus, vu que là il y a le petit motif texturé, super sympa, ça fait un peu comme ça. Et bon, c'est pas quelque chose qui me plaît trop.
finalement. Donc si je devais le refaire, au lieu de relever, moi j'ai fait 2 mailles sur 3, bah je pense que je ferais une maille sur 2 pour faire une manche un tout petit peu plus petite, genre comme ça, clac, clac. J'ai vu des projets sur Ravelry qui faisaient comme ça et voilà, je referai ça. Mais alors, que ce soit clair, ça ne m'empêche pas de le porter plein de fois et puis finalement à force de le voir je me rends compte que je commence à bien les aimer, non pas en tant que voilà, feature que je voudrais retrouver dans tous les designs, mais en tant que bah voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et même s'il a cette manche un peu large, enfin ces manches un peu larges, bon bah en fait il me plaît quand même bien. Donc voilà mon petit Seaway. Et alors pour la suite et fin de la saga des rabats, le rabat des manches, le rabat tubulaire. Donc tout en bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rabat à l'italienne, donc avec une aiguille supplémentaire, tout sur la même aiguille à tricoter, une aiguille à laine, et on rabat selon la méthode italienne. Là vous trouvez 8 millions de tutoriels sur internet. Et là j'avais envie de me challenger un petit peu, d'apprendre quelque chose de neuf avec le rabat sur les manches. Donc j'ai fait le rabat tubulaire, donc le rabat tubulaire. Là alors bizarrement les tutoriels ils sont un peu difficiles à trouver, des tutoriels vidéo. Moi j'ai utilisé un tutoriel écrit, enfin, avec des dessins de Liz Taylor, je deviens expert tricot. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est moi qui ai cherché mais comme un pied, mais sur YouTube j'ai pas trouvé du tutoriel du rabat tubulaire que je voulais. En fait, rabat tubulaire, il y a aussi le rabat à l'italienne qu'on retrouve, et en fait tubular tubular bind off, pardon, ça renvoie toujours vers ce rabat là. Donc moi c'était pas celui que je voulais faire, je voulais en apprendre un nouveau. Moi celui que je voulais faire c'est donc le rabat tubulaire où en fait quand vous êtes sur des côtes 1-1, vous avez 2 rangs de préparation où vous allez tricoter toutes vos mailles endroit et glisser les mailles envers. Et deuxième rang de préparation, vous faites l'inverse, vous tricotez toutes les mailles envers et vous glissez les mailles endroit. Et après vous mettez les aiguilles à l'endroit sur les mailles à l'endroit sur une aiguille, les mailles à l'envers sur une autre. Et donc vous avez vraiment vos deux aiguilles circulaires qui sont comme ça l'une à côté de l'autre. Et après vous faites un grafting entre les mailles de ces 2 aiguilles. Donc ça c'est la technique du rabat tubulaire. Et ce qui s'était passé c'est que j'ai une manche réussie, une manche ratée. La première manche c'est celle-ci, c'est la manche ratée. Je vous l'ai montré dans l'épisode 2 je crois. Et ce qui s'est passé en fait, donc j'ai un peu mené l'enquête et d'ailleurs merci à toutes les co-enquêtrices qui ont en commentaire proposé des pistes, c'était super sympa et ça m'a bien aidé à réfléchir à tout ça. Et en fait j'ai pas l'hypothèse de départ comme quoi j'avais décalé en fait mon rabat. En fait, c'est-à-dire que j'aurais fait le grafting de mailles endroit sur des mailles envers et inversement, ce qui fait un petit peu cette petite voilà, en fait, vous voyez, ça fait vraiment, au lieu que les côtes continuent comme ça, j'ai l'impression que ça fait comme une chaîne qui fait ici. Et ben en fait, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Parce que du coup, j'arrête pas de dire du coup aujourd'hui. Parce qu'en fait, histoire de prendre un autre tic de langage, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis mes mailles sur les 2 aiguilles, quand je les ai réparties sur 2 aiguilles, ce qui s'est passé, c'est que je les ai entre guillemets contrariées. En fait, naturellement, quand vous avez le tricot, l'endroit face à vous, les mailles endroit sont proches de vous et les mailles envers sont un peu derrière. Et moi, ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi, en plus c'était galère à faire, j'ai contrarié cet ordre-là. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le petit tube comme ça avec les mailles endroit ici et les mailles envers là, et tout ce petit monde est sur son aiguille, et ben j'ai fait comme ça. Et alors personne n'était content de ce choix-là. Moi, pas commencer parce que vraiment, à aller glisser, à chaque fois, il y avait une petite résistance. Il fallait que je me dise, il faut que je fasse l'inverse. Je sais pas ce qui m'a pris. Et les mailles non plus. Et ce qui fait qu'elles font cet effet croisé bizarre à chaque fois, alors que mon grafting, je pense qu'il était à l'endroit. Parce que forcément, j'ai pas rabattu mon tube comme ça. J'ai fait un truc comme ça et après, grafting avec ça. Donc, c'est le délire. Donc, bon, ça se voit pas de fou. Genre même moi qui le sais, je suis obligée de reprendre mes manches et de me dire ah oui c'est elle qui a un problème. Donc c'est que c'est vraiment pas mort d'homme quoi. Donc je vais certainement pas défaire ça pour le refaire.
Et là vous voyez, c'est en faisant la deuxième deuxième manche que je me rends compte, ben voilà, là je l'ai fait correctement. Et oui, j'ai le super résultat. Comme la photo de Liz Taylor, où vraiment quand on le met à plat, youpi youpi, ça fait bien la continuité. Et c'est beaucoup plus joli, moi je trouve, c'est plus joli que le rabat à l'italienne. Alors c'est peut-être, tout le monde dit que c'est un peu équivalent. Donc moi je me dis, c'est peut-être parce que moi, ma manière de faire le grafting a un rendu plus joli que ma manière de rabattre les mailles à l'italienne. Voilà. Ça fait matière à réfléchir. En tout cas pour l'instant, je pense que je vais continuer à faire ce genre de choses. Alors jamais pour un bas de pull, un bas de corps de pull, parce que là, trop de mailles. Et puis même, là je me dis, oh là là, avoir mes deux câbles hyper longs, les uns à côté des autres et tout, là, non, j'ai pas envie de faire ça. Rabat à l'italienne, c'est déjà suffisamment long comme ça et ça a un rendu un peu proche. Mais pour les petites manches de côte, là, je vais pas résister à le refaire. Donc voilà. Donc bilan, pour le Seaway, le patron, il est super clair et super sympa parce qu'en fait, il n'y a jamais de mer de jersey. Donc ça, c'est cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez N-rang jersey et tous ces cycles-là, vous avez une petite amorce de torsade qui est faite. Donc voilà, vous faites juste une fois dans le même sens. Et après, vous le laissez un peu pour refaire les mailles en jersey, et ainsi de suite. Donc là, vraiment, ça fait cet effet un peu sable de plage. Donc vraiment très sympathique. Et voilà, la laine, je vous l'avais déjà dit, la Mota de Wool Trimmer, c'est vraiment une de mes chouchous. Qui est très agréable. Et là vous voyez, là j'ai vraiment juste un tout petit débardeur en dessous, donc là j'ai vraiment juste un débardeur à bretelles et là je suis quasiment toute ma peau est au contact de la laine et ça me pique pas, donc voilà, c'est vraiment hyper bien le Seaway de Ozeta. Projet numéro 2, je vais vous le chercher et même l'enfiler comme ça, vous le verrez. Me revoici avec mon Norma Jean Sweater. Et comme vous voyez, j'en ai profité aussi pour gérer un petit peu les éclairages parce que là c'est juste dans mon appartement la pire heure pour tourner un podcast. C'est-à-dire là où la lumière, le soleil vraiment tape en pleine et vraiment droit en face de moi. Donc j'ai fait des petits ajustements de volets. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans la vidéo. En tout cas, voilà, la pire heure c'est celle à laquelle j'ai décidé de vous tourner mon podcast. Donc voilà. Alors, Norma Jean Sweater. Le modèle, c'est un pull 50s, donc aisance négative, je crois que c'est minimum 5 cm d'aisance négative. Les manches sont très droites, enfin droites, très roulantes, quoi, elles ne sont pas ballons, les diminutions sont tout au long. Et il y a ce petit col montant, et il est très cropped, vous voyez, il est ici, donc il est super pour être porté avec des jupes hautes, des pantalons taille haute aussi. Et voilà, l'esprit 50s quoi, donc hâte de me faire des petits styles avec ça. Sauf que maintenant, le printemps est là, il fait beaucoup trop chaud pour porter une laine de ce type là. Parce que c'est 100% laine vierge. Donc là, là même avec juste un tout petit débardeur comme je le porte maintenant, je sens j'ai chaud un peu. Enfin j'ai chaud. Voilà, faut pas que je le porte trop longtemps quoi. Donc pour le podcast ça va, mais là maintenant pour après le porter une journée entière sans plan de rechange, là c'est pas possible. Donc le modèle. Donc je vous ai montré déjà un peu sa coupe et sa particularité c'est le montage contigu que vous voyez ici. Donc ce qui permet ce montage là, cette construction là, la construction continue, j'y arrive, c'est que on a des manches droites, manches montées, en tout cas en anglais les set-in sleeve, qui sont vraiment droites comme ça, sauf que on n'a pas besoin de faire de la couture, donc ça c'est cool. Comment ça se passe? Donc là je me permets de le dire parce qu'en fait ce n'est pas un secret du patron, c'est une technique comme les drop shoulder ou des choses comme ça. Ce qu'on fait c'est que donc on fait son col, on fait quelques augmentations et après on va prendre une ligne comme ça autour de laquelle, enfin quelques mailles autour de laquelle on va faire les augmentations, hop, de part et d'autre. Ensuite à un moment donné précis, ce moment donné précis idéalement dans le montage contigu, c'est l'intersection entre votre pli de bras, enfin non, l'intersection entre votre bras et votre corps, donc ce pli là. On trace une ligne et là normalement c'est le moment, donc là vous voyez déjà un problème, c'est le moment où on s'arrête pour d'un coup changer de type d'augmentation, c'est-à-dire qu'on fait plus de part et d'autre de la ligne comme ça, c'est ici, on en fait vraiment entre toutes les mailles là plusieurs fois pour faire la petite manche un peu bouffante comme ça. Et après, séparation, on fait
ça, les augmentations un certain nombre de fois, puis après séparation manche et corps, et on avance jusqu'au manche. Ce qui se passe, vous le voyez, c'est que moi j'ai fait ça vraiment bien 2 gros centimètres après la ligne, et vraiment, pourtant j'avais le maître ruban et tout, hein, parce que Calamity Knit avait fait la version fingering de ce pull là, de ce modèle là, le Marilyn Turtleneck. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait la même erreur, c'est qu'elle s'est arrêtée beaucoup plus tard. Enfin, elle s'est arrêtée pas à cette ligne-là, mais plus tard que moi. Et moi, je me suis dit, ah ah, je vais faire attention. Moi, je vais bien mesurer à chaque fois, essayer 15 000 fois. Et malgré tout ça, je tombe un peu à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes au stade où vous avez juste ça, en fait, il n'y a pas les manches encore qui tirent, qui ont du poids sur le tissu et notamment sur le col. Ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment ce petit volant là, il fait un petit volant, il fait comme ça en l'air, donc il a même tendance à partir un peu en hauteur comme ça, et donc en fait déjà visuellement je pense que ça nous piège un petit peu, comme il y a un angle comme ça qui est fait. En fait on a tendance à voir peut-être les choses pas comme il faut, en tout cas en termes de ligne. Ça nous fait une petite illusion d'optique, quoi. Peut-être pas, mais en tout cas ça nous empêche de bien voir les choses. Donc ça, j'avais pas anticipé. Et deuxièmement, la laine elle tire vraiment les manches après. Et donc moi, quand j'avais mesuré, je regardais, je m'étais vraiment arrêtée au bon endroit, quoi. Surtout qu'en plus, ma taille, donc j'ai fait la taille 1, moi j'arrivais en fait vraiment bien après. Donc je me suis dit, bon, je vais déjà faire ça. Et là, je me dis, bon, ça a l'air bien. J'ai quand même détricoté 2 cm par rapport à ma taille, donc c'est que vraiment, et j'ai pas des épaules spécialement étroites pour ma taille. Dans le prêt-à-porter, c'est pas un truc qui, je sais pas, des étoiles, je sais pas, les manches qui tombent tout le temps, donc je suis dans le standard du prêt-à-porter en tout cas. Et donc je me disais, ouais, déjà autant de centimètres en moins, là ça a l'air bon. Et en fait, vous voyez, quand j'ai tricoté les manches, là j'étais ravie parce que j'ai fait tout le corps comme ça marchait super bien. Et après, c'est quand j'ai avancé un petit peu, et je crois que c'est quand j'ai fait la première manche et que je suis arrivée là, quand je me suis dit, ah, quand est-ce qu'il faut que j'arrête ma manche? Et là, je me suis rendu compte que, en fait, ça avait, le poids tirait la ligne de corps. Et d'ailleurs, même le col, au début, il était, je sais plus si je l'avais essayé devant vous, mais en tout cas, au début, le col, il était vraiment bien serré. Et là, oui, il se tire un peu comme ça, à cause du poids de la laine. Et donc, la ligne, elle a fait tada, comme ça. Donc voilà, j'étais super contente de tout ça. Parce que, évidemment, je m'en suis rendu compte quand le corps était terminé, que je m'étais fait le rabat et tout. Et que j'avais déjà quasiment de fini. Et je me suis dit, franchement, Svette, c'est bientôt le printemps. J'ai pas envie. Et là, j'avais vraiment envie. Avant de dire ce que j'avais pas envie, dire ce que j'avais envie. Ce que j'avais envie, c'était de solder un peu mes pulls en laine. Parce que là, je suis plutôt d'humeur à faire des tops, des jupes. En fait, on fait des choses avec des tissus différents, avec des fibres végétales. Et j'ai pas envie de faire grosse laine vierge, DK et plus, car j'adore cette épaisseur de laine, en pull. Ça, c'est terminé. Ce sera pour l'automne. Et quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, bon, je vais au bout des choses. Peut-être que je pourrais le porter 2-3 fois avant le printemps pour voir si qu'est-ce que j'en pense au porter. Et voilà, et me dire, me laisser l'automne prochain pour prendre une décision. Est-ce que je détricote pour refaire et ne pas me replanter encore une fois en essayant de tenir compte de ces 2 soucis pour avoir le bon effet, quoi. Aussi, un truc dans le patron que j'ai remarqué, c'est qu'il est très crop. C'est-à-dire que, alors moi j'ai un buste long par contre, hein. Donc moi j'avais fait au début ça justement, je m'étais arrêtée là où elle disait, et en fait c'était 2 cm là, c'était vraiment juste en dessous de la poitrine qu'il fallait que je commence les côtes. Là, en termes de ligne, enfin d'effet du vêtement, ça n'allait pas du tout, donc j'ai vraiment prolongé un petit peu plus, et j'ai fait aussi des côtes plus longues pour arriver quand même au-dessus du nombril. Donc c'est que c'est que là aussi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai enfin, je pense que c'est lié à mon cafouillage d'échantillons dont je vous parle à l'épisode précédent. Mais en tout cas, voilà, j'ai dû rallonger quand même un petit peu tout ça. Sachant que là, peut-être vous vous dites, c'est court comme manche, mais en fait, moi j'aime bien les avoir comme ça. Je sais qu'il y a des gens, genre Kutova Kika, une designeuse finlandaise, elle aime bien avoir genre des manches. Alors tous ces patrons, c'est l'autrice de Knit This, et elle a une chaîne YouTube trop sympa que je vous invite à regarder. Et puis elle est très enjouée, très énergique, donc ça fait super plaisir à voir. Elle aime bien faire un peu plus loin.
Moi j'ai horreur de ça. Ça me gêne tout le temps, sauf que je cuisine beaucoup. Donc ça me gêne d'avoir ça. Puis après ça c'est sali, enfin bref, j'aime vraiment pas. Et en plus, quand on met une petite montre, un petit bracelet, on le voit pas. Donc moi j'aime bien la longueur comme ça, avant l'os là, un petit peu avant. Et voilà, c'est comme ça que j'aime porter. Comme ça, si je mets des bijoux, comme pas aujourd'hui, toute évidence, et ben on les voit. Ça c'est cool. Pour vous parler un peu de la laine. Ah si, attendez, avant de parler de la laine, vous parlez aussi de mon foirage. Et je sais pas si c'est lié à ça ou lié que j'ai changé d'idée entre... Au début, je pensais faire la taille 2 et puis en fait, je fais la taille 1. Et moi, je pensais que les augmentations, parce que je me suis pas relue avant de prendre cette décision. Parce que j'ai pris cette décision quand j'avançais sur la ligne là. Où je me suis dit vraiment, la taille 2, c'était... En fait, je m'étais arrêtée à la taille 1, comme je vous dis, j'étais tombée vraiment loin. Je me suis dit, mais la taille 2, en fait, c'est pas du tout pour moi, vu l'échantillon que j'ai fait. Mon calcul doit être faux et je dois être dans la taille 1, en fait. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule en cours de route et il y avait des augmentations du coup. Et j'ai pas relu le patron, mais en fait, peut-être que les augmentations du coup, elles étaient pas du même nombre selon la taille. D'ailleurs, je ne sais toujours pas aujourd'hui, parce que je n'ai toujours pas relu le patron. Donc, surprise, si vous décidez de le faire et que vous avez le même genre de processus de décision, vérifiez avant. Et donc là, il y a un peu d'excès de matière. Donc c'est pas choquant en fait, parce que quand on est en mouvement, on se dit pas « Oh, le pli et tout ». Mais moi je le sais, et j'ai envie de faire comme ça tout le temps. Voilà, là, comme ça, ce serait vachement mieux. Imaginez comme ça, avec, voilà, des choses comme ça. Parfait. Peut-être qu'à l'automne, il aura un petit détricotage, retricotage. On verra. Là pour l'instant, de toute façon, j'ai envie de passer à autre chose. Et avant de passer à autre chose, point sur la laine, le Pure Tweed d'Erika Knight. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans les 2 derniers épisodes. C'est un super beau tweed en laine non teinte. Enfin, la base est en laine non teinte. Enfin, il y a la fibre non teinte qui est la fibre principale. Et après, vous voyez, il y a plein de petits tweeds de toutes les couleurs. Et c'est terrible parce que c'est une laine magnifique. Et c'est impossible de lui rendre vraiment justice dans un podcast ou en photo. Je vous invite vraiment à regarder l'image de la marque de ce Pure Tweed et d'ailleurs tous les coloris parce qu'ils sont magnifiques. C'est Erika Knight et pour vous faire vraiment une idée parce que voilà, il est super beau et comme dit, il faut que vous le voyez faut le voir pour le croire. Les amis, ici Svetlana du futur qui prend momentanément contrôle de l'épisode. Car je fais le montage et je me rends compte que sur tout ce segment projet fini, à aucun moment je ne vous montre une image un peu en entier portée du modèle. Ce qui est quand même un comble pour un moment de podcast de type projet fini quoi. Donc je corrige immédiatement cet oubli en vous insérant une photo par ici pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte voilà, de ce modèle, à quoi il ressemble et à quoi ressemble ma version avec la ligne que j'ai choisie, ce fameux Pure Tweed. Voilà. Alors, en cours numéro 1, parce que j'en ai encore montré 0. Donc en cours numéro 1, ça va être le petit canard que je vous ai montré à l'épisode précédent. Donc là, je vais aller chercher dans mon nouveau panier à laine, que je vais vous montrer après d'ailleurs, ce panier à laine. Je suis très contente, je l'ai acheté le week-end dernier, ça change ma vie, puisque pendant longtemps, en fait, tous mes affaires de tricot étaient sur ma table basse. Donc il y avait en moyenne 6 pelotes, mes 2 trousses d'outils, d'accessoires, tous mes encours aussi. Donc en fait, c'était une table où il fallait à chaque fois tout déplacer pour trouver une petite place pour poser l'ordinateur, pour regarder une série ou autre. Donc voilà. Et là maintenant, ça y est. Cette époque est terminée. Il y a juste mon chanvre. Je vous montrerai après parce que le chanvre c'est particulier. Donc la pelote elle se tient pas. Elle doit avoir un traitement particulier. Et voilà. Je vais vous montrer maintenant mon encours. Alors c'est quoi l'encours? C'est Mirabella. Non, Mirabella, la petite canette cantonnette que voici, qui est avec plein de mailles en attente, parce que là je suis en pleine orfèvrerie de petits doigts de plume. Donc là, la dernière fois, je vous l'avais montré, elle avait une tête, elle avait une aile, et là maintenant elle a une deuxième aile, et je lui fais ces petites plumes. Mais comme c'est vraiment un boulot d'orfèvrerie, c'est toute petite plume parce qu'on a vraiment 3 mailles sur une aiguille, 3 mailles sur l'autre, on en monte genre 3 supplémentaires entre, vous voyez, 15 000 câbles de trucs en attente, etc. Donc c'est
c'est un peu énervant parce qu'on perd, ça m'arrive jamais, mais du coup ça me fait perdre des mailles de tension, de trucs comme ça. Je vais être trop crispée parce qu'en plus là je l'ai fait en quoi moi? C'est quoi ce petit câble? J'arrive pas à lire. Oh, mais attends, je m'achète des yeux là. Parce que je regarde, voilà. 2,5 mm. Genre, je regardais le chiffre, mon cerveau imprimait pas quoi. Alors bon, c'est 2,5, c'est pas un chiffre très compliqué. Et vous voyez, c'est vraiment comme une chaussette, c'est de la laine à chaussette, donc c'est tout petit. Donc lui, il en est là. Que dire de plus, si ce n'est que, bah voilà, il faudra que je le termine avant le retour de mon collègue au congé paternité, donc le 17 avril, pour que je puisse lui remettre, peut-être broder une petite lettre aussi sur le ventre de cette canetonnette après pour personnaliser. Donc ben voilà, j'ai rien à dire de plus sur elle. C'est de la laine de la teinturière espagnole La Miele. Et je vous ai donné toutes les références dans l'épisode précédent. Je les remettrai en bas pour que vous puissiez les voir. Donc là, c'était son petit combo. Et vous voyez, c'était un combo, un bouquet de mini qu'elle avait fait. Et sur les bons conseils de mon amoureux, j'ai pris les coloris les plus doux et les plus cute pour un petit bébé. Moi, j'aurais fait un truc bien spicy, bien vif. Mais en fait, finalement, je regrette pas ce choix car c'est très mignon. Voilà, Mirabella, elle n'a pas beaucoup avancé parce que, bah voilà, en fait, quand je me dis le soir, ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais faire une manche où j'ai vraiment pas à réfléchir et juste tous les n centimètres faire des diminutions? Est-ce que je fais mon châle-fleur où j'ai juste à me laisser porter par la pelote? Ou est-ce que je fais une plume en 6 mailles comme ça en étant crispée et sans pouvoir regarder un truc en parallèle? Bah, la question, comme dirait le poète, est vite répondue. Donc en fait, ce petit canard, tant que j'aurais pas passé cette épreuve des plumes, je crois que je la fais que le samedi matin, dimanche matin au petit déjeuner, enfin après le petit déjeuner où là je suis pleine d'allant et de motivation et prête à le faire. Donc voilà pour cet encours là. D'ailleurs un autre encours que je vais vous montrer très vite, c'est mon châle-fleur. Alors lui, vraiment je vais pas vous le montrer à chaque épisode je pense, parce que c'est vraiment mon tricot un peu spontané, un peu... j'aime le processus, je prends mon temps, j'ai pas d'enjeu de le faire parce qu'en fait c'est plus le processus et les petites fleurs sur lesquelles on avance qui me plaisent que le projet fini. Quoique je serais très contente de l'avoir hein, au final. Oh, j'ai envie de m'acheter un trench en faux cuir en ce moment et je pense que ça fera un petit côté, pour casser un peu le côté romantique, ce sera très bien. Mais même, là j'ai plus, de toute façon c'est plus la saison donc je vais pas mettre des trench quoi. Et donc là, il avance tranquillement. Ils sont forts la laine. Hein. Donc, c'est du super wash, mais dis donc. Et donc là, c'était un écheveau de une maille à la fois. C'est son kit châle-fleur. D'ailleurs, elle en pense à un nouveau en ce moment qui est bicolore. Un peu plus graphique, des couleurs moins nature et bohème. Enfin, bohème, pas bohème, moins naturelles que celles-là qui sont vraiment des couleurs de nature. Hein, voilà, Svetlana, super. Bon, maintenant qu'on a fait 3 fois le tour de la Terre, on peut peut-être avancer. Donc là, sur ce châle-fleur, j'en suis là et je vais vraiment le faire comme ça de manière spontanée, un petit peu de temps en temps. Il y a vraiment des moments où je me dis, ah, j'ai hyper envie de le faire, de me faire quelques rangs comme ça, tranquillement. Et voilà, il sera terminé quand il sera terminé, donc je vais pas vous le remontrer à chaque épisode. Mais voilà, là j'en suis ici et je l'adore. Donc voilà mes vieux en cours. Donc maintenant je vais vous montrer mes castones. Parce qu'en fait je vous ai dit un caston, mais c'est un mensonge. J'ai oublié un caston trop bien que j'aime trop. Donc voilà. Donc le premier caston, c'est un test que je fais en ce moment, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, ça s'appelle la Lille Combi. C'est Lily & Stitch qui fait ce modèle. La Lille Combi. Je ne sais pas si c'est un titre provisoire ou si c'est ça va être le nom final. En tout cas, ce que j'ai fait pour l'instant, je vais vous le chercher encore une fois dans mon super panier. C'est un devant. Donc, c'est une combi short. Et, attendez, je vous montre bien. Oui, je vous montre le devant. Après, attendez, je vais défaire ce nœud, comme ça vous allez mieux. Vous pouvez mieux vous représenter le volume. Donc, la Lille Combi, c'est un combi short que moi je fais en chanvre. Le chanvre de Naticea que j'avais trop envie de tricoter. Et bah le voilà. Donc, j'ai fait un devant pour l'instant. Et j'ai commencé
je ne touche à rien. J'ai commencé le dos. Donc je le tricote en chanvre de Natissea coloris vert sauge. Je suis fan du coloris. Et en plus, je pense... Alors je suis pas du tout au courant de ma colorimétrie, mon profil de couleur. Je pense, sans avoir fait de test, mais en regardant les photos des actrices qu'on met avec ça, je pense que je suis Deep Autumn, donc automne profond. Et pourtant ça c'est pas dedans hein, comme couleur, mais je trouve que c'est pas mal, c'est pas trop, c'est plutôt cool. Donc avec moi je suis cheveux châtains et yeux foncés, bah ça rend pas mal. Donc je l'aime trop, et d'ailleurs les testeuses, il y en a plusieurs qui ont fait soit en Linnaeus, soit en Pernel. Oui, parce que j'ai le chanvre de Natissea, il s'appelle Pernel. Et toutes les couleurs, elles sont dingues. Genre vraiment, il y a un choix en termes de type de couleur qui est trop bien. Enfin, de type... Vraiment, il y a parmi tous les verts qu'elle aurait pu faire, elle a choisi un vert trop beau. Et pareil pour le orange, pareil pour le jaune, pareil pour le rose. Même les bleus c'est moins... À part un bleu très particulier, c'est moins mon délire. Et ben même le bleu foncé, qui est vraiment les couleurs que je mets jamais, ben j'ai envie de le mettre. J'ai envie de le tricoter et de me faire quelque chose avec. Donc c'est dire le challenge, enfin pas le challenge, mais c'est dire la beauté des couleurs. En tout cas, moi, c'est vraiment des couleurs qui me parlent. Donc on doit avoir les mêmes goûts, je pense. Et c'est hyper réussi. Et donc là, j'ai hâte d'avoir ma petite combi short. En plus, j'ai un peu peur quand même de cette forme. Parce que moi, j'ai une forme un peu en A. Donc je me dis, peut-être que ça va être un peu trop en forme de A. Mais je sais pas, je pense que peut-être le fait que... Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des bretelles. Enfin, on fait après un I-cord. Ça d'ailleurs, ça me réjouit pas trop. Mais bon, c'est le jeu. On fait un I-cord. Et après, derrière, il va dans le dos. Et ça tient la combi en haut. Et donc ça, je pense que ça peut peut-être avec les beaux nœuds, si l'i-cord est suffisamment long et que ça fait un grand nœud, peut-être que ça peut un peu faire un petit volume qui rééquilibre ma silhouette avec cette combi. En tout cas, le modèle, il est trop sympa. J'ai un plaisir de fou à le faire, alors que pourtant c'est en aiguille 3, hein, donc en aiguille 3. Et d'ailleurs, j'étais étonnée, parce que moi, comme je vous dis, je tricote serré, et j'ai l'habitude d'être toujours en dessous des échantillons. Et j'ai cédé à la mode du moment, je me suis acheté des petites aiguilles Lantern Moon, je vous les montre tout à l'heure, et en fait, je me suis dit, bon, je me connais, j'ai toujours à peu près le même écart par rapport à l'échantillon quand je tricote en rond, ce qui est là c'est un devant, mais après on le fait en rond. Et donc je m'attends à ce que, faut que je le tricote, faut que je prenne du 3,25. Et ben non, parce que le chanvre en fait, et je me rappelle plus sur le lin de Crealino que j'avais tricoté l'année dernière, mais le chanvre en fait c'est une fibre végétale, pas d'élasticité. Donc d'ailleurs au début, il y a un petit temps d'adaptation parce que moi j'essayais, les gestes qu'on fait avec la laine, avec cette élasticité, on les fait avec la fibre végétale qui n'a pas d'élasticité et ça fait mal au début. Si on n'adapte pas notre manière de faire, ça peut faire un peu mal aux mains. Et donc moi j'étais partie 3,25, donc j'achète ça, en plus elles sont trop belles les Lantern Moon, donc j'avais qu'une hâte, c'était de les essayer. Donc voilà, en rentrant de l'Anae où j'ai acheté mes Lantern Moon, j'ai allé castonner mon Lille Combi, ma Lille Combi, et l'échantillon était beaucoup trop grand. Pourtant 3,25, hein, j'ai pas non plus pris genre 3,5, 4, 3,25, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup je les tricote en 3, j'ai fait l'échantillon en 3 parce que c'est un test, donc il faut bien faire. En tout cas, c'est mon premier test. Alors, je fais tout comme il faut, by the book, quoi, pour bien remplir ma petite mission. Et donc, par contre, échantillon en 3, top. C'est-à-dire que vraiment, c'était parfait. Et d'ailleurs, c'est parfait. J'ai toutes les mensurations. Genre, là, c'est exactement la taille du patron. Là, c'est exactement la taille du patron et tout. Donc, c'était le bon choix. Et voilà, mais j'ai gardé mes Lantern Moon pour autre chose. Pour vous dire juste... la designer a beaucoup de goût parce que du coup ce qui se passe c'est que on a le jersey comme vous voyez ici, un petit rabat aussi. Les techniques sont très très propres. Bon, moi j'ai un peu merdouillé là, j'ai décalé à la fin en chemin. J'ai décalé un petit peu mes mailles d'une, donc vous voyez ça fait un petit bidulos là. Mais bon, peut-être on verra avec le l'i-cord, je pense qu'on n'y verra rien. Tant pis. Et donc par contre toutes les finitions sont très propres pourvu qu'on les fasse correctement. Vous voyez le bord trop joli. Hop, pareil de l'autre côté. Pour pas que je fasse le très net. Et là, encore une fois, c'est parfois moi qui ai un petit peu en chemin changé mon fusil d'épaule. Donc parfois c'est un peu irrégulier. Mais en tout cas, ça fait le
bord, il est trop sympa. Et sachant qu'en fait, ce qui va se passer, le modèle, c'est que ça fait comme ça ici, ça fait comme ça dans le dos, et après ça se rejoint, et ça fait une texture un peu tressée, trop belle. Mais une tresse un peu graphique, genre vraiment pas une tresse nature, une tresse graphique. Donc, hyper jolie. J'ai tellement hâte de l'avoir et de le mettre. Et alors, il faudra qu'il fasse vraiment très chaud. Mais voilà. Le combi, je me régale trop à le faire. Et voilà, donc là maintenant, je suis sur le dos. Alors, le caston oublié, c'est... Ah, je me replonge dans... Hop là. Ah bah, est-ce que je l'ai mis? Eh ben attendez, mission enquête, je l'ai retrouvé. Donc c'est la scarf number 4 de My Favorite Knitwear, que j'adore aussi. Et ça c'est mon caston pour ma maman. Donc, ah bah en fait il fallait que je sois dans le noir complet pour que la couleur rentre bien, dans mon retour écran en tout cas. Et donc, ça c'est donc voilà, un foulard, comme vous le voyez. Et donc, je l'ai castonné pour la Nive de ma maman, qui est le 10 avril. Et donc, je lui fais un foulard dans ses coloris, putain, j'y arrive, dans sa coloris préférée. J'étais trop occupée à mater le foulard dans le retour écran. Donc, dans son coloris préféré. Et au début, je vous l'avais dit, je voulais lui faire... Bah, tiens, je vais avancer un petit peu parce qu'il y en a encore sur mon aiguille, là. J'en suis à là. Hop, je vais avancer un petit peu. En fait, je voulais lui faire le Clotilde cardigan en mota, vert un petit peu. C'est encore une fois ses couleurs. Vous avez compris, le vert, c'est vraiment son truc. Et au final, moi, je me suis dit, ah ouais, mais finalement, est-ce que c'est cool en ce moment de faire un pull? Bah, je sais pas, en fait. Enfin, je sais pas. La réponse est plutôt... bof, donc j'ai préféré finalement lui faire... Au début, je voulais lui faire un petit foulard compagnon du pull, mais un peu tranquille, quoi. On va dire une petite Sophie Scarf dans une laine, on va dire, moyenne gamme, quoi. Et puis là, je me suis dit, non, en fait, là, je vais vraiment lui faire un beau truc. Donc, un beau foulard, parce qu'elle est un peu frileuse. Donc, un beau foulard. Là, j'ai fait laine mérino, je crois que c'est là. Et mohair, mais un mohair et soie. Donc, là... je vous prends les étiquettes. Qu'est-ce que c'est là? Ça, le mohair, c'est Feliz y Punto. Donc là, c'est une teinturière espagnole qui a fait ça. Et là, c'est 70% mohair, 30% soie. Coloris Mososuna. Mososuna ou Mososuno, parce que je n'arrive pas forcément à le lire. J'ai l'impression que c'est un A. Mososuna. Et... voilà, ça fait vraiment ce joli vert très acide avec des pointes un peu de marron. Et en parallèle, j'ai mis le Piupardo. Je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent italien alors qu'il est portugais, mais c'est un fil varié et 100% laine et qui est coloris le 13. Je vais vous montrer les deux pelotes pour que vous puissiez bien les voir. Hop, ça c'est le Piupardo et... dans son petit sac, le petit mohair. J'espère qu'il rendra bien. Je pense que oui. Oh, vous les voyez. Alléluia. Les voilà les deux. Et ça, plus ça, ça nous fait ça. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ils vont hyper bien ensemble. C'est vraiment des jolies fibres en plus. Donc ça rend le rendu, il est hyper quali. Ça fait vraiment petite écharpe haute couture. En tout cas, moi, je me dis, ouais, ça fait vraiment un bel effet. Surtout qu'en plus, pour rajouter l'effet haute couture, en tout cas... pour la tricoteuse, c'est les Lantern Moon que j'ai vues. En fait, je les ai découvertes dans le podcast d'Emma, Tricolibri, que j'aime beaucoup. Donc, si vous ne connaissez pas, mais je pense pas que vous ne connaissiez pas, c'est pas possible. Tout le monde connaît Emma, Tricolibri. Si c'est pas le cas parce que vous débutez, allez vraiment la voir. C'est quelqu'un de super intéressant, qui a plein de bonnes idées et plein de projets intéressants. Et qui présentait, dans le cadre de ces vidéos très intéressantes, une revue des Lantern Moon. Et c'est elle qui m'a convaincue du coup de laisser à nouveau une chance au bois. Parce que moi à la base je tricote en métal parce que j'aime le côté un peu Formule 1, ça va vite, ça glisse, il y a peu de frottement. Donc les aiguilles bien métalliques, bien lisses, c'est mes préf de préf. Et du coup le bois où c'est un peu moins lisse et tout, c'est moins mon truc. Sauf qu'avec les fibres végétales, c'est pas un peu... Parfois, c'est trop glissant, on tombe un petit peu. Et puis même, alors quand on fait que des mohair et soie, pareil.
Et surtout que j'aime bien les aiguilles pointues aussi. Et elles ont un bout un peu moins pointu que celles que j'ai d'habitude. J'ai des Chiaogu et j'ai des Hadi, mais les Hadi Lace. Donc Hadi Lace, c'est vraiment très pointu. Et en fait, là c'est hyper agréable. Et surtout c'est hyper agréable parce qu'en fait, on doit faire sur les bords, pour faire ces petits bords là, dans le patron, on doit faire la méthode 10 stitch. Bah voilà, peut-être, en tout cas ça se voit en fait. Une fois qu'on sait, moi je savais pas ce que c'était, mais une fois qu'on sait ce que c'est, on la reconnaît. C'est joli, ça fait une jolie tresse comme ça. Et donc voilà, ça c'est une méthode, vous avez des tutos sur internet. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est que vous devez piquer la maille en dessous, sauf qu'elle est un peu double, parce que vous faites ça à chaque fois. Et ça, c'est, moi j'ai l'habitude des aiguilles pointues. Et donc ça, c'est, tu piques et en fait, tu tombes au milieu d'un fil, tu prends pas le mohair, enfin bref. Par exemple, sur le fil sweater que j'avais fait avec mes aiguilles en métal, les grains m'avaient rendu folle à cause de je piquais toujours n'importe comment dans le cas. Alors que là, j'ai l'impression que c'est de la magie. C'est vraiment, je pique vraiment sans. Au début, voilà, au début je faisais hyper gaffe, ça tombait bien, aucune surprise. Maintenant, je pique un peu à l'arrache et en fait, ça tombe pile entre. J'ai un mohair et un mohair en laine d'un côté et pareil de l'autre. C'est tombé pile entre les deux. Il n'y a personne qui se défile. Donc, trop bien. Trop bien. Et alors, le petit modèle de My Favorite Knitwear, en fait, il est bien. Il est comme il est construit pareil un peu que le Sophie Scarf. Shawl. Enfin, moi, je connais le shawl, mais le scarf, il se fait un peu pareil, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, et je vais le faire comme ça, moi, vous faites la taille que vous voulez en fonction de la quantité de laine que vous avez. Donc, moi, quand j'ai terminé ça, donc là, je fais mes augmentations. Mon motif et mes augmentations. Et quand j'ai terminé cette pelote-là, je fais mes diminutions avec l'autre pelote. Et enfin, l'autre écheveau de 50 grammes. Donc voilà. Intermède, je vais réajuster la lumière parce que là, maintenant, je me retrouve dans le noir. Non. Pas trop non plus. Je suis rebaignée de lumière, j'en peux plus. C'est terrible. Bon, on est full lumière artificielle. Du coup, là, c'est ingérable. Donc, tant pis. Donc là, heureusement que je vous l'ai montré avant. Parce que ça ressemble beaucoup moins de suite. C'est un peu plus jaunâtre. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour la scarf numéro 4 de My Favorite Knitwear. My Favorite Knitwear, l'une d'entre vous m'a dit « Ah, c'est super, enfin c'est super designer, tu vas adorer et tout. » Et effectivement, j'adore cette designer, c'est une de mes préf. Je connais pas son prénom par contre, mais tout ce qu'elle fait, c'est super sympa. Et bon, par contre, quelle idée de mettre des chiffres à ces modèles parce que c'est vrai que c'est un parti pris. On se dit « Ah oui, les designs avec des chiffres, c'est My Favorite Knitwear. » C'est comme Westerby. En ce moment, Christelle de Desmailles et moi, elle fait un Westerby numéro 44, je crois. Et super joli d'ailleurs ce modèle, je vous invite à regarder. Et le truc, c'est que, mais comment on fait pour s'en rappeler? Donc on se rappelle, il y a les designers avec les chiffres, mais alors le nom des modèles, en termes de marketing de modèles, c'est vrai que c'est difficilement mémorable, surtout quand on en a plusieurs qu'on aime bien et que par malheur, ils ont le même chiffre d'unité. Alors là, on ne s'en sort plus. Genre, c'est le 24, c'est le 14, c'est le 34, on ne sait plus. Et il faut aller sur Ravelry pour retrouver ça. Là, cette fois, c'est la bonne. Volet ouvert, toutes les lumières allumées. On va faire ce dernier segment sur le livre maille de Solène Amari. Alors, le livre maille, il est sorti en 2021. Et Solène Amari, en fait, elle n'est pas designer tricot à temps plein. C'est-à-dire qu'en fait, elle est graphiste et directrice artistique. Et le tricot est un des merdes, comment on dit, un médium des médias, mais du coup un média c'est un peu bizarre, bref, enfin un des médias, vous avez compris, un des supports, voilà, la maille est un des supports sur lesquels exprime sa créativité, mais parmi d'autres. Donc en 2021, elle avait sorti un livre nommé Maille, et je sais pas pourquoi, mais on n'en entend jamais parler. Enfin, je le vois en magasin de laine, mais je le vois pas... par exemple, je vois pas de podcasteuse ou d'instagrammeuse qui disent « Ah, j'ai tricoté tel modèle de maille, tel modèle du livre maille. » Et moi, je me dis « Ah, c'est dommage parce que les modèles, ils sont super beaux. » Et moi, au-delà des modèles, j'aime ce livre encore pour plein d'autres raisons. Donc, je vais vous présenter. Bon, avant de vous donner mon avis, juste vous raconter un peu ce qu'il y a dedans. Donc, le livre maille, il coûte 22,90 € et en fait, il y a 9 gros chapitres dedans. Chaque chapitre, il est consacré à une maille. Donc, il y a la maille enroulée, la maille allongée, la maille nouée, la maille ajourée, la maille rabattue, blabla, etc. Il y en a plein. Il y en a 9. Et pour chacune d'entre elles, Solène Amari, elle va montrer
un tutoriel, comment le faire, avec généralement des dessins. Moi j'aime ça, les dessins, pas les photos, les dessins. Elle va montrer ensuite à partir de cette maille-là des différents points qui combinent cette maille-là pour faire des effets différents. Et en dernier, il y aura un patron qui va mettre en scène la maille encore d'une manière différente généralement que les points qu'elle a présentés. Par exemple, on va regarder ensemble la maille enroulée. Elle est où? Peux-tu? Maille... Ah, maille allongée, c'est parce que je cherchais la maille allongée. La maille allongée. Déjà, super beau le livre. Donc là, on a le point avec la maille allongée, vous savez, c'est aussi celle qui est là, dans mon châle-fleur. C'est-à-dire que quand vous piquez votre aiguille dans votre maille, en fait, vous allez enrouler votre fil. Non, c'est la maille habituelle, endroit envers. Et en fait, là, vous allez, au lieu de le faire une fois, vous allez le faire 2, voire 3 fois pour créer une maille allongée. Et généralement, ce que vous faites, c'est que ça, vous faites ça, vous enroulez plusieurs fois à la maille dans le rang de mise en place, entre guillemets, pas mise en place, le rang 1 où vous démarrez votre maille allongée. Au rang 2, généralement, vous la glissez et c'est au rang 3 que vous allez en faire quelque chose. Soit par exemple dans le point écume de mer, ça je n'ai pas lu comment on fait, mais je pense que c'est on la reprend juste plus haut au même endroit. Et il y a d'autres techniques où par exemple on la décale un petit peu. Et ça notamment le décalage, c'est ce qu'elle a fait dans le patron qui est associé à ça. Donc là le patron c'était le bonnet érable que j'ai fait. Et moi je l'aime bien parce qu'il a le bon combo entre, c'est un bon hybride entre le beanie très sportif, vraiment ligne droite, jersey, etc. Et un béret avec de la dentelle, très élégant et tout. Moi je trouve qu'il est super parce qu'il est pile entre les deux. Et en fonction de la fibre que vous utilisez, vous pouvez avoir des effets très sympas. Moi je l'avais tricoté en mota, alors je ne l'ai pas ici à vous montrer parce que c'était pour un copain. Donc il n'est plus ici ce modèle, enfin la réalisation associée. Et j'avais trop aimé. Les patrons sont très bien expliqués. En tout cas, celui-là, j'ai pas fait les autres. Mais ce patron, il est très clair parce que j'ai eu besoin de rien regarder. À part le German Twisted Caston, parce que là, elle réexplique pas les bases, je crois. Hein. Mais de toute façon, moi, je trouve que ça sert à rien, en fait, quand on est... Enfin, soit on a... Ah oui, si, elle explique les bases un petit peu. Mais je comprends pas maintenant pourquoi... Enfin, je trouve que les livres pour débutants sont ceux qui expliquent le mieux les bases, parce qu'ils prennent vraiment le temps de tout bien réexpliquer. Alors qu'il y a quasiment tous les livres un peu plus avancés avec des patrons, des choses comme ça, qui réexpliquent les bases, mais en allant hyper vite dessus. Donc soit on les connaît déjà, soit on les connaît déjà et on n'a pas besoin de relire ça, soit on les connaît pas et ça suffit pas. Donc je ne sais pas, je comprends pas. En fait, je pense que c'est les éditeurs qui doivent leur demander de faire un petit... de réexpliquer les fibres, les trucs et tout, je sais pas, le matériel, enfin bref, étonnant. Donc il y a ça un peu au début. Et donc par contre moi j'avais trouvé, à part le German Twisted Caston qui n'est pas expliqué, voilà un peu c'est preuve de cette bizarrerie dans les livres de tricot, et bien que j'avais regardé sur internet et que j'avais pu pratiquer pendant les 104 mailles de mise en place. Donc là 104 mailles, après on est bon, on sait faire le German Twisted Caston, les yeux fermés, à l'envers, tout ce que vous voulez quoi. Et tout le reste j'avais juste eu à suivre les explications écrites, donc ça c'était super. Donc voilà pour l'anatomie d'un chapitre et on va balayer un peu, je vous ai évoqué rapidement les différentes mailles, je vais vous montrer en fait maille glissée, qui c'est qui est mis en valeur, c'est comment il s'appelle ce truc, c'est T-shirt Camélia. T-shirt Camélia, il ressemble à ça. Hop. On va voir aussi, par exemple, maille croisée, ça va être le pull Anémone je crois, Garance, le pull Garance. Hop, maille croisée, plus large. On voit rien. Donc, lui, en plus, il est tricoté en foncé, donc je sais pas si ça rendra. Vous voyez, beaucoup de torsades. Voilà, pour les mailles croisées. Maille enroulée. Ça, j'aime trop parce que je vais le faire. C'est le Tank Top Victoria. Oh, les mailles... Comment ça s'appelle? Mailles enroulées. Elles sont au milieu, là, vous voyez, sur cette petite texture. Il y a un petit rappel de ma combi, là. Elle est attachée à la pelote, donc j'ai pas trop envie de la... Oh, je ne vais pas y arriver, voilà. De cette petite texture que vous voyez sur un mouchoir de poche, là. C'est vrai que ça va être, voilà, ce que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de la faire en orange. Et en fait, là, vous voyez, c'est un slip-over. Alors, c'est écrit tank top, mais c'est un slip-over avec de l'aisance positive. Moi, les slip-over, j'aime pas trop ça.
j'ai envie plutôt de me le faire en version top d'été et donc de me le faire avec de l'aisance négative et avec un fil, une fibre végétale. Et je pense que je vais encore utiliser la pernelle de Naticea. Et ce qui est bien, c'est que là, je me rends compte qu'en fait, je tricote avec 6 fils et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Genre, c'est-à-dire là, tout à l'heure, le bonnet érable, je l'avais tricoté avec la Mota dans laquelle j'ai fait mon Seaway. J'ai tricoté 15 000 fois la Giliatte, enfin 15 000 fois, 3 fois la Giliatte, 3 fois la Mota, la pernelle, j'ai envie de la faire donc dans ma combinaison, j'ai envie de la faire dans le tank top et j'ai encore envie de la faire en couleur miel dans un autre modèle. Donc voilà, la nana, la variété des modèles, mais pas des fibres quoi. Et là donc ouais, j'ai envie de me le faire en orange, le coloris potimarron de Naticea. Que ça va être beau. D'ailleurs ça quand j'ai pensé, parce que du coup moi j'aime bien les livres de tricot comme les livres de cuisine, j'aime bien les utiliser en mode technique, faire les trucs, mais j'aime bien aussi les feuilleter, un peu en mode aspirationnel. Et là, lui typiquement je l'avais ouvert à 23h30 dans mon lit pour m'inspirer un petit peu, regarder des projets et tout, parce que je me rappelais plus trop les projets qu'il y avait dedans. Et là je tombe là-dessus, et là c'est genre la révélation, je me dis genre l'ampoule qui s'allume avec 2000 feux. Et je me dis mais oui, je veux le faire en orange. Et après là j'étais en train de tourner dans mon lit pendant voilà 23h. Mais quelle erreur d'avoir fait ça à 23h30. Parce qu'après jusqu'à 1h du matin j'étais en train de penser à déjà toutes les couleurs possibles de ce top. Est-ce que je le fais dans une fibre de Naticea? Et si oui, laquelle? D'ailleurs allons vérifier l'échantillon en ouvrant l'ordinateur. Et après réfléchissons, une fois qu'on a arrêté le choix sur la pernelle potimarron, et ben on est parti pour penser à toutes les tenues qu'on va pouvoir faire avec ce top là. Donc voilà, ça m'a bien occupé cette affaire là. Mais j'étais hyper contente parce que c'est trop beau. Enfin c'est trop beau, dans ma tête en tout cas c'est trop beau et ça m'a fait super plaisir. Et le deuxième que je vais faire, vous pouvez retrouver dans son bundle Ravelry, vous avez les 9 modèles. Donc vous pourrez tous les voir en mieux que dans le noir maintenant. Et celui que je vais faire, c'est sûr lui aussi, mais plutôt à l'automne. Ça va être le gilet Parodia. Alors le gilet Parodia, il a une dentelle comme ça avec des espèces de jetés et tout au milieu. En fait, il ressemble vachement au Midas, j'ai l'impression. Enfin, ressemble vachement. Pas dans la construction du tout, mais en tout cas dans l'effet. Il me fait penser au Midas. Avec ces demi-lunes là qui sont comme des pétales qui se recouvrent un peu les uns les autres. Et voilà, et donc j'adore. Donc les modèles je les trouve trop beaux. Et moi ce que j'aime trop c'est quand on aspire. En fait c'est presque plus que je vais dire que les modèles qui font que j'aime ce livre. C'est-à-dire que quand on aspire au design tricot, moi c'est mon cas, j'ai envie de faire des modèles qui sont par exemple, j'ai déjà un dessin magnifique, vous allez voir, je sais de le mettre ici. J'ai déjà un modèle en tête et je ne sais pas du tout comment lui donner vie. Donc c'est pour ça que là, 2024, je me prends pas plus. Je dessine des trucs, mais je ne vais pas en faire quelque chose pour l'instant parce que je sens que j'ai besoin encore d'apprendre, me laisser porter par des designers. Et aussi de mener le type de réflexion qu'on mène en lisant le livre maille. Parce que cette combinaison, la maille A, quand elle est mélangée avec telle maille B, elle donne ce point là, mais si elle est mélangée avec tel autre point, telle autre maille, pardon, elle donne tel autre point. Et là, dans ce modèle qui fait encore un autre truc, quand on le positionne ici ou là, bah, ça fait des effets. Enfin bref, on apprend en fait un espèce d'ensemble de, pas de règles, mais de principes autour d'organisation de texture de maille sur un objet, que ce soit un habit, enfin en tout cas dans un objet 3D. Et ça, c'est un truc qu'on apprend un peu sur le tas, c'est-à-dire quand on tricote, on l'apprend un peu quand on enchaîne les modèles, on voit les différents designs, différents trucs, on va retrouver des similarités, on va voir les différences et on va se construire un peu ce modèle mental dans notre tête. Mais ça, on le fait vraiment avec le temps et comme on n'est pas focalisé vraiment dessus, plus sur ce qu'on est en train de faire, quoi, et ben, je pense que voilà, c'est pas aussi facile après de l'appliquer. Alors que là, on nous force vraiment à avoir cette réflexion, mais de manière... Enfin, on nous force, on est tout à fait consentant, hein, mais on est obligé d'avoir cette réflexion de manière vraiment consciente. Et bah, c'est hyper fertile. Enfin, moi, je sens que j'ai vachement progressé dans ma manière de me représenter le tricot grâce à ce livre par rapport à avant. Alors, sachant que bon, je ne suis pas capable de l'appliquer. Hein. Clairement, tout ce que j'ai pu faire, c'est exécuter des points et des patrons. Et j'en suis encore là, mais... je sens qu'il y a eu un avant et un après. Alors, pas l'avant et après qui transforme votre manière de voir le tricot, mais si ça vous intéresse, je pense que ça fait une première base que vous allez pouvoir alimenter. Et surtout si vous débutez, moi je l'ai lu 6 mois après mes débuts en tricot,
Et j'ai vraiment découvert ce sujet. Et comme dit, comme il y a cette entrée par la maille, une entrée par la maille, elle est assez rare, je trouve, parce que dans les encyclopédies de tricot, où on va avoir 240 points, point de blé, point de riz, point d'astrakhan, point de machin, etc. En fait, c'est rangé par effet, c'est pas rangé par maille. Et là, de voir cette entrée par la maille, c'est différent et ça allume une ampoule quelque part dans notre cerveau qui tricote, quoi. Donc voilà, moi j'ai adoré et je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de hype autour de ce livre. Peut-être que c'est moi qui l'ai raté, comme dit, ou que j'ai pas suivi les personnes qui en parlaient et peut-être un effet de timing, mais voilà, je trouve qu'il mériterait qu'on s'y penche un petit peu plus. Et voilà, si vous le croisez, voilà, je vous invite à prendre le temps en tout cas de le feuilleter et voilà, et de peut-être lui donner sa chance, notamment si le design tricot vous parle. Voilà, l'épisode se termine tranquillement. Vous avez vu, c'est passé plein de choses. Je pense que là j'ai filmé en plusieurs petits bouts avec ces histoires de lumière, de machin, de trucs. De batterie aussi qui est tombée en rade à un moment donné. Donc je ne sais pas combien de temps l'épisode va durer. Je pense qu'on est un peu plus que l'heure. Si vous êtes resté jusque là, j'espère que ça vous aura plu. On va pas se revoir avant un petit bout de temps, je pense. Parce que voilà, je vais faire différentes choses ces prochains jours. Mais voilà, je pense d'ici 2 semaines, vous pourrez compter sur un petit épisode. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez plaisir à tricoter, à imaginer, à rêver, à vous amuser. Et à très vite. Au revoir.